Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, bien dans son job, on parle d'un incubateur, mais un peu particulier, un générateur à impact social. On va en parler avec David Lorenzo, les responsables de ce générateur à impact chez BGE Parif. Il est notre invité. Le cercle RH, la diversité, l'inclusion, un atout pour l'entreprise. On va en parler avec nos invités. Wangé Bita, qui est responsable politique RH, inclusion, communication à la Maïf. Catherine Tripon, porte-parole nationale de l'autre cercle, qui a réalisé son événement, c'était il y a quelques jours, le 30 septembre dernier, avec ses rôles modèles. Et puis on sera avec évidemment Caroline de Senneville, journaliste décideur RH, qui m'accompagne dans cette belle émission. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle de l'entrepreneuriat, mais un entrepreneuriat un peu particulier parce que vous avez des envies de créer votre boîte, parfois avec des idées très précises sur le climat, sur l'énergie, sur tous ces sujets qui nous impactent. On en parle avec vous, David Lorenzo. Bonjour. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous accueillir, responsable territorial BGE Parif, et vous êtes responsable de ce générateur à impact. D'abord, racontez-nous, parce que BGE accompagne des créateurs d'entreprises, vous les accompagnez sur tout le processus de construction et de développement. Mais là, c'est très particulier. Pourquoi avoir anglais en direction de ces créateurs d'entreprises à impact ? Alors, on a fondé le générateur à impact il y a maintenant 4 ans, justement, pour répondre à des projets toujours plus nombreux qui ont pour vocation première de contribuer à résoudre une problématique sociale ou environnementale. La majorité, aujourd'hui, la promo, c'est quoi, 10 à 12 personnes qui sont accompagnées ? C'est ça, on accompagne 10 à 12 personnes sur 3 promotions dans l'année. Donc, il y a à peu près toujours une promotion en cours. Et donc, ces incubations sont rythmées par des temps en collectif et en individuel, à travers des ateliers qui offrent une pédagogie adaptée à ce type de projet. Adapté, ça veut dire à impact, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je veux réduire la consommation énergétique, je veux consommer moins d'eau, je veux polluer moins. Est-ce que c'est ça, finalement, les gros enjeux portés par ces entrepreneurs ? Alors, les enjeux qui sont portés par ces entrepreneurs, on les retrouve notamment à travers les objectifs de développement durable de l'ONU, qui sont au nombre de 17, et dans lesquels on retrouve des thématiques comme lutter contre la pauvreté, protéger l'environnement, réduire les inégalités. Qu'est-ce qui est différent avec l'accompagnement traditionnel ? Parce que vous nous dites, là, il y a quand même une spécificité parce qu'il y a de l'impact. Qu'est-ce que vous leur apportez de plus ? Et est-ce que parfois, il arrive aussi que des entrepreneurs aient un rêve fou, puis vous leur dites, écoutez, ça ne va pas être possible, c'est pas viable. C'est déjà des projets viables sur le plan de son développement ? Alors justement, la viabilité, c'est le sujet principal de ce type d'activité, puisque les porteurs de projets qu'on reçoit sont assez obnubilés par la réponse à ces enjeux sociaux ou environnementaux. Donc c'est l'un des axes majeurs de travail de cette incubation qui va être de trouver le modèle économique qui permettra d'allier à la fois la réponse à cette problématique et la pérennité d'une activité. Alors, atelier collectif, séance individuelle, de manière à peut-être faire maturer, à trouver les bons éléments de langage, à construire le projet. Concrètement, là, c'est quoi les profils de personnes que vous accompagnez ? Ce sont des gens en reconversion qui ont vécu dans un monde traditionnel et ils veulent changer. Il y a des jeunes, on sait que la génération Z est très impliquée. C'est ces profils-là ? Alors, on a de plus en plus de jeunes, et notamment sur le générateur à impact, mais aujourd'hui, l'entrepreneuriat, ça concerne tout le monde. Il y a plus d'1 million de créations d'entreprises par an en France aujourd'hui. Et donc, les projets à impact sociaux et environnementaux sont toujours plus représentés dans ces créations d'entreprises. Et donc, on accueille tout public sur cet incubateur. Donc, effectivement, on peut avoir aussi bien des étudiants que des personnes en reconversion, des demandeurs d'emploi ou des seniors qui peuvent avoir du mal aussi à retourner sur le marché de l'emploi. Alors là, on est au milieu du guet, on est au milieu d'une session, parce qu'il y a eu un appel. Le 13e. Le 13e, vous avez fait des candidatures date limite le 8 septembre, et puis là, vous avez lancé. Oui. On en est où ? Est-ce qu'il y a des moments où là, les formateurs, les pédagogues qui accompagnent, vous disent là, c'est pas mature ? Comment ça se passe en termes de suivi des projets ? Alors, le plus gros de la pédagogie est fait lors des ateliers collectifs qui permettent de travailler ou de retravailler, de pouvoir définir ce modèle économique, cette stratégie de lancement et de développement de l'activité. En co-développement. Donc, c'est aussi à travers cette intelligence collective que les entrepreneurs vont pouvoir définir ou redéfinir leur modèle économique et leur stratégie, puisque certains
intègrent cet incubateur en ayant déjà créé récemment leur entreprise. Et puis, entre chaque atelier, il va y avoir des sessions de coaching individuelles avec l'un de nos conseillers qui sont des experts de la création d'entreprise et dont certains sont référents ESS chez BGE Paris. ESS, économie sociale et solidaire, absolument. avec des sujets impact. Ça veut dire qu'au bout de 3 mois, c'est 3 mois la formation, enfin l'incubation, comment ça se passe? Vous les suivez? Vous continuez à les suivre? Ils peuvent revenir? Comment ça se passe? Alors déjà, cette incubation, elle se finalise par une session de pitch, puisque nos incubés vont présenter leur projet une fois qu'ils sont arrivés à maturité à la fin de cette incubation, à l'ensemble de nos partenaires de cet écosystème, de manière à pouvoir développer leur réseau et puis bénéficier de conseils. Alors dedans, on va retrouver des financeurs, des juristes spécialisés en économie sociale et solidaire, etc. Donc c'est un premier exercice. C'est un peu ça. Alors mon associé, ou en tout cas mon partenaire. Parce que le réseau, c'est hyper important quand on crée son entreprise, et encore plus dans ce domaine où on a encore plus besoin d'aide, parce que c'est des projets qui ont tendance à effrayer les financeurs, les investisseurs. Un exemple avant de nous quitter, quelque chose qui vous a marqué dans cette promo-là? Qu'est-ce qu'il y a d'original parmi ces jeunes créateurs ou créateurs en reconversion? Oui, je peux citer par exemple un projet comme Café Gouzo qui a plein d'impacts différents, c'est-à-dire que déjà il source du café qui est produit de manière durable, il est acheminé par voilier pour limiter les impacts de transport. Il est ensuite torréfié à Paris avec des jeunes qui sont formés, des jeunes issus des quartiers à faible qualification qui sont formés au métier de barista et à la torréfaction du café. Et donc ensuite, ce café est vendu, il peut y avoir des animations, etc. Donc Génial. en fait, on peut créer plein d'impacts différents et on peut entreprendre autrement tout en étant dans le développement durable. Sujet impact global pour l'exemple du café. Et il y en a plein d'autres. Bravo à ce que fait BGE Paris, créé il y a 45 ans et qui accompagne depuis presque un demi-siècle des créateurs d'entreprises et certains sont devenus des chefs d'entreprise et de belles pépites. Merci David Lorenzo d'être venu nous rendre visite, responsable de ce fameux générateur impact. Allez sur le site BGE Paris parce qu'il y a plusieurs sessions, vous l'avez compris, Absolument. il y en a 3 et donc vous avez peut-être possibilité, à condition d'être sélectionné, puisque les places sont chères, ils sont 10 dans cette promo-là. Alors elles sont chères, mais l'accompagnement est pris et en gratuit. charge. Donc ça reste effectivement On ne l'a pas gratuit. dit. Cher parce qu'il faut se battre et bien faire un beau dossier. Voilà. Merci David de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Avec plaisir, merci à vous. On tourne une page, on parle d'un sujet qui est assez proche de ces sujets à impact, l'inclusion, la diversité, sa puissance dans l'entreprise. Comment ça marche? Comment ça se passe? Est-ce que c'est si simple? Et on parlera notamment des LGBTQ+, qui est un vrai sujet sensible. On va faire le point avec mes invités. C'est le thème de notre débat, c'est le cercle RH. Le cercle RH, pour parler d'un sujet important, la diversité, l'inclusion. Qu'est-ce que veulent dire ces mots? Qu'est-ce qu'ils cachent? Où en sommes-nous exactement de ces sujets? Est-ce que cette diversité et inclusion est bonne pour l'entreprise? Et je parle au sens de l'économie de l'entreprise. On va en parler avec mes invités. Wanjebita, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes responsable politique RH, inclusion, communication à la Maïf. On reviendra sur vous avez signé un accord, on en parlera dans quelques instants. Et puis vous êtes membre de l'autre cercle avec Catherine Tripon, qui est une habituée de l'émission Smart Job. Et je vous remercie de venir aussi régulièrement. Porte-parole nationale de l'autre cercle. L'événement avait lieu le 30 septembre dernier avec ces fameux rôles modèles. C'est-à-dire, plus il y aura de rôle modèles, d'ambassadrices, d'ambassadeurs, et plus il y aura d'entreprises, plus on fera reculer quoi d'ailleurs? La bêtise, la discrimination, les préjugés. L'intolérance, et en tout cas, ça permet de contraindre les comportements de rejet et de discrimination et de harcèlement potentiel. On ne peut pas les empêcher totalement, mais au moins, les règles de base chez un employeur public ou privé, avec des personnes engagées, permettent de limiter la casse. Caroline de Senneville est avec nous, je ne voulais pas l'oublier, qui est journaliste, chroniqueuse dans notre émission, journaliste chez Décideurs RH, et qui a quelques éclairages à nous faire en chiffres, mais pas seulement. Catherine Tripon, juste un mot
et d'ailleurs vous êtes, Wonjé, invité à nous répondre aussi si vous le sentez, mais on a le sentiment qu'en ce moment on est un peu sur une ligne de crête. Il y a eu une dizaine d'années des sujets où il y avait une sorte de liberté, l'inclusion, la diversité, et les RH étaient en première ligne, et on a Donald Trump qui est arrivé, et qui a eu des positions d'une radicalité incroyable, plus de trans au sein de l'armée américaine, il n'y a que des familles faites d'hommes et de femmes, enfin tous ces sujets vous les connaissez. Comment vous regardez cette espèce de vague conservatrice un peu radicale qui peut avoir un impact quand même sur la manière dont les RH, les dirigeants, les CEO peuvent se positionner? En fait, ça va de pair avec une vague nationaliste et conservatrice qu'on constate au sein de l'Europe, qui a commencé avec certains pays ex-bloc soviétique, qui continue même aux portes de la France avec l'Italie. La montée effectivement des nationalistes, de rejet de l'autre, qui fait que autant une entreprise publique ou privée ne fait pas de politique, autant la politique impacte évidemment la relation. Et donc, c'est créer les conditions pour que, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, voire une réduction de droits, toujours une possibilité, même s'il n'y a pas d'effet rétroactif des lois, il y a toujours une façon effectivement de limiter les impacts positifs qu'on puisse voter. Mais sur le terrain, Catherine, on vous dit quoi? On vous dit, j'ai un peu plus peur depuis qu'il y a Trump parce que j'assume moins mon identité trans ou non-binaire, ou tout simplement homosexuel. Est-ce que ça, on vous le dit? Est-ce que vous avez on a des inquiétudes qui sont évoquées par un certain nombre de salariés, d'agents et agentes parmi les signataires de la charte d'engagement LGBT+, de l'autre cercle. Mais pour le moment, la DIC tient, et d'ailleurs Pascal Murger en est un bon exemple quand il est intervenu chez un de vos confrères, sur le fait qu'en France aujourd'hui, la question des diversités n'a rien à voir avec ce qui se passe aux États-Unis. On est sur l'universalisme républicain, avec ses limites parfois, mais qui fait que c'est avant tout l'égalité des chances et lutte contre les discriminations. Et les employeurs, aujourd'hui, certains qui travaillent avec les États-Unis, ou qui sont filiales françaises de groupes américains, ou qui font du business avec le gouvernement fédéral américain, sont obligés de modifier peut-être certains mots. Nous sommes d'accord. Mais ça ne change pas. L'important pour nous sont les process RH. Oui, bien sûr. Et plus effectivement on les crante durablement, et plus effectivement on réaffirme, et tous les dirigeants et dirigeantes... Une forme de résistance. En France, de groupes qui ont un lien avec les États-Unis, capitalistique, commercial ou autre, ont tous réaffirmé très fortement auprès de leurs employés qu'on ne change rien. Wonjé Bita, quel regard vous portez? Alors, les enjeux eu égard aux États-Unis sont pas dans votre scope, mais ces enjeux d'inclusion, de diversité, vous dites, on lâche pas, on continue? Ah oui, je reprends juste ce que notre directeur général a dit, Pascal Demurger, qui effectivement ne reculerait pas. Et c'est la raison pour laquelle on prône une politique diversité et inclusion, qu'on a signé un accord diversité et inclusion QVCT également, et qu'on mène des actions, en tout cas pour promouvoir tous ces sujets, que ce soit des sujets de LGBT ou des sujets d'égalité homme-femme, de handicap, en tout cas tout type de diversité au sein de l'entreprise. Donc oui. Un accord qui garantit la liberté de chacun d'être comme il est, pour le dire en mots moins technocratiques que les accords CSE. Oui, tout à fait. Un accord qui permet à chacun de se sentir bien dans l'entreprise et qui est accueilli et accepté tel qu'il est. Caroline, il y a le sondage et l'étude assez intéressante que vous avez relevée, Tétu BCG, BCG et le magazine Tétu, qui montre quand même que malgré les efforts que font de très belles entreprises comme la Maïf, on est un peu là en ce moment sur une ligne de crête. C'est ce que dit le rapport, c'est que l'inclusion des personnes LGBT+ en entreprise atteint un plafond de verre avec un potentiel risque de retour en arrière après plusieurs années de progrès. L'un des chiffres assez marquants, c'est que 13% des collaborateurs et collaboratrices LGBT+ interrogés ont constaté une évolution négative du climat en entreprise récemment. Donc ça veut dire, là, Catherine, je vous repose la question, qu'il y a une forme d'autocensure liée à un contexte mondial porté par Trump. On l'a encore vu hier lorsqu'il était en Égypte ou en Israël, espèce de posture comme ça de maître du monde, qui peut effrayer tout simplement jusqu'au collaborateur qui dit « mais moi, je suis plus très à l'aise pour mettre en avant mon identité ». Non, mais c'est ce que je disais au début. Il y a des personnes qui sont inquiètes. Évidemment, parce qu'on n'a pas envie de revenir le passé que ces personnes ont pu connaître dans des jobs précédents. Maintenant, la DIC tient aujourd'hui, elle tient plutôt pas trop mal, mais on n'est pas à l'abri de ce qu'on appelle un backlash. On l'a sur la question d'égalité entre les femmes et les hommes, nomination de femmes à des postes clés. On l'a évidemment sur tous les champs dits soi-disant des minorités qu'on mettrait trop en avant, mais vous ne pouvez pas empêcher les personnes qui ont pu subir ou qui subissent de violences à l'extérieur, qu'on pu subir dans leur vie familiale, à l'école, dans l'enseignement supérieur ou dans la société civile, effectivement d'être inquiets.
Et aujourd'hui, il a dit que tiens, parce que les lois sont là, parce qu'il y a des directives européennes qui ont impacté notre droit national, parce qu'on a le défenseur des droits, parce qu'il y a aussi des accords syndicaux, des engagements de la part des employeurs. Maintenant, on s'approche d'élections. Je ne vais pas parler législative. On ne sait pas trop, en fait. Présidentielle, anticipée ou pas anticipée. Et là, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et c'est facile de faire des retours en arrière. C'est ce que je vous disais. La rétroactivité des lois, dans certains cas, quand on est un peu... Et c'est ce qui se passe avec Trump aujourd'hui, qui remet complètement à plat tout ce qui avait été... Il fout complètement... Et a signé des salles de décrets. Absolument. Donc les directives orders, effectivement, remettent complètement à plat ce qui était acquis. D'où l'importance pour ces boîtes, en parallèle, de travailler. Donc officiellement, certaines m'ont donné une image... on va suivre, évidemment, ce que dit le président Trump. Inclusion washing, un peu. Alors, non, justement. Non, mais justement, ils vont un peu gommer certaines choses, mais pour autant, vont continuer à travailler en interne. Et puis, celles qui n'étaient pas très convaincues profitent de l'occasion pour s'en débarrasser. Évidemment. Ronjé-Vital, le sentiment qu'on a, en tout cas, c'est que l'entreprise tient le coup. C'est-à-dire qu'autant on peut avoir des violences à l'extérieur, dans la rue, sur plein de sujets, notamment les questions d'homosexualité, de différence, de couleur de peau, et j'ai quand même le sentiment que l'entreprise reste, peut-être grâce à l'autre cercle et à des RH ambitieux, un lieu comme ça de préservation. Peut-être me trompais-je? Non. Je pense que l'entreprise a ce rôle-là, effectivement, de protéger ses collaborateurs et collaboratrices. C'est aussi l'une des missions de la RH. Alors que ce soit en allant signer, effectivement, des partenariats, on a signé la charte de l'autre cercle, pour afficher à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, qu'on ait une entreprise accueillante et qui accueille tout type de diversité, que ce soit en mettant des mesures de type dans notre accord diversité et inclusion, des mesures pour accompagner les transitions. On donne 3 jours pour accompagner les transitions pour les personnes LGBT+. Donc, il faut mettre en avant des process, des communications, des partenariats pour, en tout cas, démontrer et affirmer que au sein de l'entreprise, on accueille, on accompagne de la même manière tous les collaborateurs et collaboratrices. Et de la vigilance aussi, puisque ça renvoie aussi aux enjeux de vigilance quand il y a un dérapage, quand il y a des mots qui ne sont... Oui, et ce que le baromètre que vous évoquez, BCGTU, met en avant aussi, c'est que les initiatives RH sont certes en progression, mais il y a quand même une dynamique contrastée dans les politiques d'inclusion LGBT+. Et si les organisations accélèrent sur les initiatives qui concernent le recrutement, celles liées à la gouvernance, à la visibilité interne et à la communication externe sont en perte de vitesse, ce qui renvoie à cet enjeu et la nécessité d'avoir des rôles modèles. Et voilà, dans le baromètre, je crois que seuls 7% des personnes interrogées disent avoir ce rôle modèle sur lequel pouvoir se reposer. On parle des LGBT, on parle des personnes en situation de trans ou non-binaire. Je précise quand même que la Maïf est quand même un très bon élève, il faut quand même le signaler. Numéro 2 du classement des meilleures entreprises du monde en inclusion des femmes en 2024. 6,37%, c'est 6%. On est même passé à 7. À 7, donc encore mieux. Des personnes en situation de handicap, qui est le 6% étant la règle à respecter. On en est loin, je crois qu'en France, on est encore à 2,8 ou 2,9%. Et 94 sur 100, c'est l'index égalité pro. Oui. Vous mouillez le maillot sur ces sujets-là, quand même. Tout à fait. On est engagé, effectivement, sur tous les sujets de diversité. Je dirais qu'au sein de la Maïf, le vrai sujet, c'est l'équité. Alors, effectivement, on parle du sujet LGBT+, qui fait partie de nos sujets d'équité, mais nous, notre ambition, c'est vraiment d'être le plus équitable possible. On est entreprise à mission depuis 2020, qui vient quelque part accélérer ou en tout cas mettre en avant cette ambition très forte, que ce soit au niveau de l'environnement ou sociétal. Et je dirais que c'est ça, notre ambition, c'est vraiment cette équité entre les collaborateurs. Vous l'avez dit, aujourd'hui, l'entreprise reste un des lieux là où on peut retrouver le maximum de diversité. Et où on peut justement collaborer. Être soi-même. Exactement. Je suis entièrement d'accord. La rue est devenue une zone plus complexe. Exactement. Donc, vous êtes d'accord avec ça, Catherine? Safe place, c'est ce que disent tous les DRH au moment où ils re-signent la charte. Parce qu'on a des re-signatures de charte par des grands groupes internationaux qui pourraient dire on va attendre un petit peu, etc. Pas du tout. Non seulement parce que la charte est valable 3 ans, ils re-signent, mais on a beaucoup de groupes importants qui nous contactent en ce moment, avec qui on a vu des relations, puis c'était un peu en attente, et qui nous disent on veut continuer à avancer, comme s'il y avait une urgence pour eux à sécuriser au maximum, tenant compte de l'inconnu, la stabilité politique que nous avons en France, et même au niveau Donc une forme de résistance, si je peux me permettre. Une forme de résistance, en tout cas de conviction. Vous avez, on peut toujours critiquer les patrons, sans de termes, etc., mais vous avez des dirigeants, nouvelle génération en plus, c'est là que la gouvernance rentre en ligne de compte, qui vient effectivement quelque part imposer une ligne
porté par les DRH et par les responsables diversité et inclusion, même si au sein de la direction, au sein de DN-1, du dirigeant ou de la dirigeante, il y en a qui ne sont pas forcément avec le sujet, mais quand vous avez à la top niveau et vous avez des équipes terrain qui continuent, le truc, il va tenir. Catherine Wonge, c'est intéressant parce qu'il y a les enjeux de marque employeur, il ne faut pas le négliger. Quand on signe aussi l'autre cercle, il y a aussi l'idée de dire à des collaborateurs et à des talents, venez, vous y serez bien et vous pourrez grandir. Il y a un sujet quand même qui est assez intéressant, d'ailleurs, quand on l'observe de ce côté, c'est inclusion et je dirais productivité, compétitivité de la boîte. C'est bon pour une entreprise. C'est bon pour une entreprise. On sait, c'est plus à prouver le lien entre la performance et l'inclusion en entreprise, mais c'est ce que vous disiez, Catherine. Si de plus en plus d'entreprises s'engagent en faveur de l'inclusion des personnes LGBT et de la diminution des discriminations juridiques formelles, les discriminations informelles, les expressions LGBT-phobes, l'ambiance, les microagressions, ça persiste et voilà, on ne peut que s'en inquiéter puisque le lien est évident entre performance et je me tourne vers vous, Wonge Bittal, RH. On voit le travail que fait la MAIF en termes d'image, en termes de visibilité sur ces sujets. On n'empêche pas dans une entreprise les dérapages. Comment on gère ça quand on est RH? Est-ce qu'on sanctionne? Est-ce qu'on est un peu plus vigilant? Est-ce qu'on met à pied? Enfin, c'est intéressant de savoir aussi ce que lorsqu'on se fait insulter ou subir des propos homophobes, qu'est-ce que subit le collaborateur qui a prononcé ces mots? Alors moi, je dirais qu'avant de sanctionner, déjà, on a un rôle de responsabiliser, sensibiliser, responsabiliser. Donc, on se doit de former les managers, former les collaborateurs pour justement expliquer c'est quoi les stéréotypes, c'est quoi les micro-agressions, parce que des fois, on ne s'en rend pas compte. C'est souvent très bienveillant. Et des fois, c'est vrai que c'est la blague très déplacée. Donc, on se doit déjà de former, sensibiliser. Et si, une fois que l'on a fait tout ça, une fois qu'on a communiqué sur le dispositif d'écoute qu'on a au sein de l'entreprise, sur tout ce qui est référent harcèlement, discrimination, sexisme, eh bien, quelqu'un va au-delà, oui, ça pourrait aller jusqu'à une sanction demain, puisque c'est sanctionné de toute façon par la loi. Donc, Parce qu'on voit l'enjeu de formation, on voit l'enjeu d'accompagner les managers, parce qu'il y a parfois des maladresses verbales qui ne cachent pas forcément de mauvaise volonté, mais il faut des sanctions. Vous qui observez aussi ce sujet de collaborateurs qui disent, par exemple, je ne peux pas mettre sur ma carte mutuelle quand je veux mettre ma famille, j'hésite à mettre mon compagnon. Enfin, c'est un sujet un peu pratique, mais je ne mets pas le nom de mon compagnon, je ne sais pas trop ce que je mets. On voit bien qu'il y a une censure, qu'il y a une peur. On sanctionne ou pas? C'est important dans nos enquêtes, d'ailleurs. Bien sûr qu'il faut sanctionner tout comportement discriminant, mais j'en reviens deux mots sur l'inclusion. L'inclusion, ce n'est pas le boulot des RH. Le boulot des RH, c'est de créer les conditions pour que les équipes repèrent le plus tôt possible un dysfonctionnement, fassent le travail de pédagogie, c'est ce que vous dites effectivement très bien. Et après, l'avenir, ce sont les alliés. Ce sont les personnes qui ne sont pas concernées par le sujet. Un propos déplacé à la machine à café, c'est aux collègues hétéros. Un propos déplacé sexiste, c'est aux collègues masculins de réagir. Et à partir du moment où on ne fera plus porter la charge de la réaction aux personnes concernées, mais par l'ensemble du collectif de travail, alors là, effectivement, celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec quelle que soit la thématique, la LGBTQ, dont on parle aujourd'hui, mais ça peut être d'autres, penseront ce qu'elles veulent, mais ne pourront plus effectivement l'affirmer. Et ce sera un soulagement pour les personnes concernées. Ou créer mettre en minorité ce collaborateur. Complètement. Elles se tairont. Donc chacun pourra avoir son espace. Est-ce que vous aviez des éléments complémentaires, Caroline, sur... Oui, peut-être juste sur ce que vous disiez sur la formation des managers, notamment. Votre baromètre que vous avez fait avec l'IFOP montre bien que la visibilité des personnes LGBT+, varie quand même en fonction du niveau hiérarchique. Quand ils sont avec des collègues de confiance, ils évoquent leur situation personnelle. Quand c'est avec les supérieurs hiérarchiques, ça a l'air plus délicat. Donc il y a ce besoin de former et sensibiliser les managers. Oui, la moitié. 60% de la proportion d'employés LGBT+, visibles dans leur entreprise, seuls 48% sont visibles auprès de leur N+1. C'est intéressant ce qui corrobore ce que nous dit Caroline. Le manager de proximité avec qui on pourrait être en confiance, à défaut de le dire au N+2, N+3, etc., ils n'osent pas. Alors, à l'autre cercle, on dit souvent à tort ou à raison. Mais si c'est à tort... il faut donc créer les conditions pour que les personnes se sentent suffisamment à l'aise. Parce que ne pas le dévoiler, ça veut dire qu'on n'active pas des droits. Je ne vais pas oser dire que je vais marier, je ne vais pas prendre les 4 jours auxquels j'ai droit pour mon mariage ou mon Pacs. Ou la parentalité. Ou la parentalité, le congé d'accueil de l'enfant que je n'activerai pas. Est-ce qu'un entretien, excusez-moi, c'est une question au RH et à vous, est-ce que je suis reçu en entretien, je dois peser le pour et le contre face à mon RH ou face au recruteur? Est-ce que je lui dis droit dans les yeux, je suis homosexuel? Alors d'abord, on n'a pas parlé de sa vie privée au travail, c'est formellement interdit. Oui, mais c'est une ligne de crête. Je le déclare pour la mutuelle, mais je ne peux pas le dévoiler lorsque je suis en entretien. Donc c'est à l'entretien de la personne qui recrute de rappeler effectivement
Nous sommes engagés, c'est le cas à la Maïf, Voilà. il y a plein d'endroits. D'accord. Voilà, nous, on a des chartes, des engagements, et donc on peut même afficher la charte de notre cercle derrière. On peut avoir le tour de cou avec le Rainbow Flag, etc., qui ont beaucoup d'entreprises d'une certaine taille, et qui est une façon de donner des signaux forts. Il faut visibiliser, d'accord. On visibilise. Ok. Et donc, Qui libère. C'est les fameux partenariats, en fait, que ce soit avec l'autre cercle, que ce soit sur une charte de la diversité, que ce soit sur une charte de la parentalité, demain sur des sujets de cancer au travail ou autre. Plus on va l'afficher, plus on va générer cette fameuse sécurité psychologique qui va permettre soit à un candidat de venir en se disant « je sais qu'au sein de la Maïf, il n'y aura pas de sujet ». Je l'ai su avant de pousser la porte. Exactement. Soit à des collaborateurs qui peut-être ignoraient les faits, de se dire finalement, je vois et je sais que je peux. Et après, effectivement, on ne peut pas s'arrêter qu'à ça. Ça, c'est de l'affichage, c'est de la visibilité. Mais après, il faut accompagner ce changement aussi dans l'entreprise pour que l'accueil se fasse, comme vous dites, avec le manager de proximité, dans vraiment le quotidien du travail. Mais j'entends quand même sur ce plateau que vous nous dites, malgré vos engagements, il ne faut rien lâcher dans cette période. Il ne faut rien lâcher. Jamais. Non, mais dans une période où, finalement, il y a quand même un mouvement de balancier avec une très grande puissance qui dit à peu près exactement l'opposé. En fait, quand il y a des dysfonctionnements à l'extérieur, c'est important de rassurer effectivement les équipes. Dans un domaine un peu différent, nous avons deux grands groupes qui étaient l'un avec un dirigeant incarcéré, l'autre en pleine OPA, qui n'ont pas dérogé pour signer la charte. En disant c'est juste en période de crise que nous vivons. Incarcéré, il faut réassurer. Non, mais on voit de qui vous parlez. Voilà, qui est parti dans une caisse en bois. Merci. Non, pas une caisse en bois. Oui, si. Nous sommes bien d'accord. Oui. Donc c'est une voiture. Mais donc j'ai dit bravo, merci aux dirigeants et aux DRH qui ont dit non, mais c'est pas le moment de lâcher. C'est le moment de réaffirmer auprès de nos salariés en période de crise qu'il y a deux choses. Il y a ce qui se passe qui est un maelstrom, et puis il y a le quotidien. Donc, une fois la encore, vie de la boîte au quotidien. La vie de la boîte au quotidien, au contraire, c'est ça qui fédère. L'engagement des salariés, c'est un moteur extrêmement important. On parle de la marque employeur, on parle aussi de la rétention des talents. C'est bien d'attirer les talents, mais si vous ne les gardez pas, vous avez tout perdu. Vous l'avez ressenti, je dirais là, versus pour terminer l'émission, dans l'enjeu business, dans l'enjeu recrutement de talents. Est-ce que vous avez ressenti que la politique Maïf, en matière de diversité, d'inclusion, d'égalité femmes-hommes, d'intégration des personnes en situation de handicap, et vous avez senti qu'il y a eu un appel d'air de candidats qui ont dit « je veux aller à la Maïf, je veux travailler pour la Maïf ». Une chose est sûre, c'est qu'avec toutes les techniques qu'on met en place, dont le recrutement sans CV, je pense que oui, ils se rendent bien compte qu'on est une entreprise inclusive et qu'on va même au-delà. C'est-à-dire qu'on ne limite pas le collaborateur à un niveau de diplôme. Nous, ce qu'on va chercher, c'est le talent. C'est la capacité à négocier, à conseiller demain nos sociétaires. Donc oui, je pense que c'est un élément qui joue en faveur des candidats qui viennent auprès de la Maïf. Et il y a cet aspect-là, mais il y a tous les autres aspects, encore une fois, que nous rendons visibles à l'extérieur. Caroline, est-ce que vous avez un dernier mot à nous confier ou un dernier chiffre peut-être pour nous éclairer? Un dernier chiffre, non. Et je n'ai pas de dernier chiffre. Mais... Catherine, un dernier mot? Alors, Caroline, d'habitude, a des chiffres, je tiens à le signaler. Non, mais c'est pour ça. Et là, je l'ai surprise. Non, mais ça me faisait penser aussi aux enjeux de parentalité qui sont très importants. Et il ne faut pas qu'une femme ou un homme ait peur de dire en entretien qu'ils ont des enfants et donc des charges liées à ça. Donc voilà, ça me et vous voyez, la petite zone grise juridique, je me permettais de l'ouvrir, c'est qu'en entretien, on ne peut pas, qu'on soit RH, demander êtes-vous hétérosexuel ou homosexuel, interdit, pas possible. Et inversement, c'est toujours compliqué de s'afficher dans l'entretien d'embauche, quand on n'a pas eu les codes ou l'amont qui m'a dit tu peux y aller, c'est safe. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais à nous aussi, dans nos formations, recruter sans discriminer, c'est permettre à des chargés de recrutement d'afficher notre politique diversité et inclusion. Voilà. Vous voyez, c'est une autre manière de mais faire. Ça veut dire que l'entreprise a fait un travail d'abord en amont d'affichage. On a des jeunes rôles modèles qui ont dit moi je suis rentré dans telle et telle boîte parce que justement il y avait des rôles modèles visibles. Mais c'est ce qu'on entend. On a sorti une grande enquête parcours jeunes, tout public proche de l'emploi, apprentis, alternants, enseignement supérieur, une grande majorité effectivement de plus ou moins visible dans leur école, avec parfois des vraies attaques, mais ils sont tous extrêmement demandeurs à ce que l'entreprise soit exemplaire sur le sujet, et s'ils ont le choix des armes, ils choisiront un employeur public ou privé qui soit clair là-dessus. Donc il y a un vrai enjeu, quel que soit le niveau d'éducation, le niveau de diplôme de la personne. Et le rôle de vos ambassadeurs qui sont des porteurs de flammes, de transmission, et qui rassurent aussi toutes ces jeunes femmes, ces jeunes hommes qui nous regardent, j'en suis sûr. Merci à vous, mesdames. C'est un vrai plaisir de partager ce moment. Merci Wanje Bita, responsable politique RH, inclusion et communication Maïf. Une belle entreprise, en tout cas à travers les chiffres que j'ai pu présenter. Merci à vous, Catherine Tripon, pour votre engagement et ce combat. Merci d'être venue porte-parole nationale de l'autre cercle. L'événement avait lieu le 30 septembre. Ce sera donc dans un an.
Mais oui, bien sûr. Allez sur le site. Et merci évidemment à Caroline de Senneville. C'est toujours un plaisir de partager cette émission avec vous, chère Caroline, journaliste, décideur RH. Merci à vous, merci à Nicolas qui m'accompagnait, merci à Paul au son et merci à Kylian qui réalisait aujourd'hui. Merci à vous tous pour vos messages et votre fidélité. À bientôt, bye bye.